Bonjour, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 6 au 12 mai 2024. Nous commençons comme d'habitude avec la Turquie. La Turquie et la Grèce intensifient leurs efforts de rapprochement, comme en témoigne la visite du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis en Turquie ce lundi pour des pourparlers avec le président Erdogan. Cette démarche s'inscrit dans une tentative de détente après plusieurs années de tensions, principalement liées à des conflits territoriaux en mer Égée. La réunion de lundi va faire suite à la visite d'Erdogan à Athènes en décembre dernier, dont j'avais parlé dans ce bulletin, dans le cadre d'efforts réciproques qui visent à rapprocher les deux nations. Parmi les mesures de confiance discutées figurent l'augmentation des échanges commerciaux, la poursuite du développement d'une route récemment élargie à la frontière entre la Turquie et la Grèce et l'exploration de la possibilité de voyages sans visa pour les citoyens turcs vers les îles orientales de la mer Égée, celles que jusqu'ici revendique la Turquie. Par ailleurs, les États-Unis et la Turquie ont relancé des négociations sur la coopération en matière de sécurité en Syrie, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles les forces turques pourraient combler un éventuel vide en Syrie si les forces américaines se retirent effectivement. Bien que le Pentagone affirme qu'aucun retrait n'est prévu, certains signes laissent penser le contraire, d'autant plus que vous vous souviendrez qu'il y a également des négociations qui sont en cours entre le gouvernement irakien et les États-Unis pour éventuellement accentuer le retour des troupes, le retrait des troupes américaines en Irak. Naturellement, ces conjectures inquiètent les forces kurdes en Syrie, qui s'imaginent à la merci bientôt des Turcs. C'est intéressant de mettre les deux actualités en parallèle, je trouve. Le réchauffement des relations avec la Grèce d'un côté et ces éventuelles négociations souterraines entre les États-Unis et la Turquie à propos de la Syrie de l'autre, parce que, vous le savez, j'en ai parlé dans les derniers bulletins, il y a vraisemblablement, Erdogan a répété son intention en mettant une deadline un petit peu au niveau de cet été, en affichant sa volonté de régler définitivement le problème kurde au sud de la Turquie et donc peut-être d'étendre son influence encore sur le territoire syrien. Et donc le fait de se calmer comme ça du côté grec, ça peut être un moyen d'être tranquille à l'ouest en vue de ne pas avoir de problème dans le dos au moment de se relancer en direction du sud. Il n'est pas impossible non plus que ces négociations impliquent les USA, comme on le voit en Syrie, dans un calcul plus large avec des USA qui demanderaient éventuellement aux Turcs de se remettre en accord et de calmer le jeu avec les Grecs afin de ne pas avoir de problème de fissures trop importantes à l'intérieur de l'OTAN entre des États importants, notamment sur le flanc sud, et en particulier important dans l'affaire ukrainienne, puisque c'est toute la question de la mer Noire qui se pose. Et donc peut-être que dans ce cas-là, les USA seraient dans une forme de deal avec les Turcs en leur disant vous calmez avec les Grecs et on vous laisse un petit peu plus les mains libres du côté de la Syrie. Je n'ai pas d'informations plus précises là-dessus, mais disons que voilà, l'ensemble des éléments pointe en tout cas dans une tentative clairement turque de renégocier dans le coin et de prioriser plutôt l'Est, tout simplement notamment parce que c'est là où il y a les espaces d'action les plus faciles vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de l'Iran, en direction de l'Arménie notamment. C'est clairement la priorité de l'action turque en ce moment, priorité dans les faits et priorité aussi affichée dans les discours d'Erdogan. Mais la Turquie continue aussi à étendre son influence au-delà de son étranger proche, puisque on a appris qu'elle allait également fournir une formation aux forces spéciales ougandaises. Donc on a un travail très clairement, de plus en plus qui s'accentue, de la Turquie d'aller jouer dans ce terrain finalement qu'est l'Afrique et qui est devenu véritablement le lieu de concurrence et d'expansion des puissances émergentes ou carrément émergées, ou réémergentes comme la Russie. Donc la Russie, la Turquie, l'Iran, la Chine, véritablement font de l'Afrique leur nouveau terrain de jeu, en remplacement complet de ce qu'avaient fait les Européens au XIXe siècle et au XXe siècle.
De la même manière, en Libye, où on sait que les Turcs aussi tentent d'intervenir, côté russe, un récent décompte révèle une augmentation de la présence en Libye. Cette présence était déjà perceptible, je le rappelle, à partir de 2019, avec la présence de groupes paramilitaires comme le groupe Wagner, et a connu une accélération depuis le début de l'année. J'en ai parlé, j'ai parlé des bateaux qui étaient arrivés, qui avaient déchargé de l'équipement dans le pays. Les Occidentaux observent cela avec préoccupation, et d'après une note publiée vendredi 10 mai par All Eyes on Wagner, la Russie aurait transféré des militaires et des combattants russes vers la Libye en plus au cours des 3 derniers mois, en plus du matériel. Et cela porterait le nombre total de Russes déployés dans le pays à 1800. Sur la situation autour d'Israël, de Gaza et de la reprise de l'offensive à Rafah, je renvoie au live, j'en ai parlé un petit peu en fin du live de vendredi. À propos de l'Iran, il y a eu la poursuite des élections complétives du scrutin initial de mars pour les endroits où il y avait besoin de deuxième tour, élections législatives donc, et les conservateurs et les ultra-conservateurs ont encore consolidé leur emprise sur le Parlement à cette occasion. En Afrique, République démocratique du Congo et Rwanda, au moins 9 personnes ont perdu la vie et des dizaines ont été blessées lors d'un bombardement survenu vendredi 3 mai dans un camp déplacé situé en périphérie de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, et la ville la plus importante de cette région du Nord Kivu où sont concentrées les confrontations. Cette attaque est survenue alors que des affrontements opposent toujours les forces gouvernementales au mouvement rebelle M23, et les États-Unis, dans ce gouvernement en particulier, ont pointé du doigt le Rwanda comme étant à l'origine de l'attaque, en exigeant que les responsables soient traduits en justice. Les États-Unis et Kinshasa ont depuis longtemps, vous le savez, j'en ai parlé régulièrement, accusé le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, mais il est assez inhabituel que Washington pointe directement le Rwanda dans tel incident. Le Rwanda, quant à lui, a répondu en qualifiant ces allégations d'absurdes et demandé des mesures à l'encontre des combattants Hutus réfugiés en République démocratique du Congo. Je rappelle que ça fait partie du contentieux qu'il y a entre ces deux pays, le fait que d'anciens Hutus génocidaires soient à l'abri sur le territoire de la République démocratique du Congo. États-Unis, Chine, guerre commerciale. Le président américain Joe Biden envisage, semble-t-il, d'augmenter considérablement les droits de douane sur les véhicules électriques chinois, passant ainsi à 100%, ce qui représenterait un quadruplement, selon les informations du Wall Street Journal publiées vendredi 10 mai. L'annonce officielle de cette décision devrait être faite la semaine qui vient, probablement ce mardi 14 mai. Outre les véhicules électriques, cette mesure affecterait également les batteries, les équipements destinés aux panneaux solaires et les minerais rares. Il s'agit d'une intensification des mesures prises en 2018 par Donald Trump, et ça montre que véritablement les États-Unis sont désormais installés dans cette guerre commerciale avec la Chine. Et je pense en plus que cela vient accentuer, et cela est accentué par les constats de l'aide chinoise à la Russie en Ukraine. Sur la Russie précisément et ses avancées en Ukraine, ces nouvelles attaques, vous verrez le live principalement, mais je préciserai en plus qu'il y a tout de même des avancées plus rapides qu'attendues, puisque depuis que j'ai fait le live, au total, on serait à peu près autour de 150 km² qui auraient été soit pris, soit qui seraient passés dans la zone grise, donc devenus les terrains de combat entre les Russes et les Ukrainiens, ce qui constitue une avancée considérablement plus rapide que ce à quoi les Russes nous ont habitués dans le Donbass. Est-ce que c'est parce que les troupes ukrainiennes sont incapables de résister à l'avancée russe à cet endroit-là, parce qu'elles étaient composées de troupes de moindre qualité que celles qui sont sur le front, ou est-ce que les Ukrainiens n'ont envoyé aucun renfort en pensant qu'il s'agissait toujours d'une diversion, ce que je l'ai dit, je ne crois pas. On devrait le savoir au fur et à mesure que la zone s'étend, il devient de plus en plus clair. Je pense que ce n'est pas une diversion, et il faut espérer que les Ukrainiens se montrent capables d'enrayer tout cela, sinon ça sera un signe que cette fameuse évolution, accélération du grignotage, qui amènerait finalement à un retour de facto à une forme de guerre de manœuvre, eh bien, irait en fait plus vite que je ne le pensais jusqu'à cette dernière semaine. Europe toujours, en Serbie, après sa visite en France, Xi Jinping s'est rendu en Serbie, où il a rencontré Aleksandar Vučić, soulignant ainsi l'importance stratégique de la Serbie dans les plans de la Chine en Europe. L'influence de Pékin est croissante en Serbie, en particulier depuis ces dernières années.
avec des investissements qui dépassent les 5,1 milliards d'euros depuis 2014. Ces investissements se concentrent principalement dans des secteurs clés comme l'automobile, les mines de cuivre et d'or dans la région de Bor, acquises par le géant chinois Jin Mining Group en 2018, ainsi que l'acierie de Smederevo, passée sous le contrôle du groupe chinois HBIS en 2016. Seulement pour 46 millions d'euros, ce qui a fait grincer des dents dans le pays. La visite de Xi Jinping en Serbie revêt en plus une signification particulière puisqu'elle a coïncidé avec l'anniversaire du 7 mai 1999, il y a 25 ans. À l'époque, lors des combats au Kosovo, un bombardier furtif de l'OTAN avait pris pour cible l'ambassade de Chine à Belgrade, entraînant la mort de 3 journalistes. Pris pour cible, disons qu'ils avaient dit que c'était un dommage collatéral. Ils n'avaient pas de raison à l'époque en plus de bombarder l'ambassade chinoise. Mais voilà, il y avait une bombe qui était tombée et c'est resté quelque chose de très 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 vif dans la mémoire des Chinois, puisque les Américains avaient parlé à l'époque d'un incident malheureux, alors que les Chinois, eux, avaient parlé de comportements barbares de la part des États-Unis. Pologne toujours, le ministre polonais de la Défense a déclaré que le pays renforcerait ses défenses le long de la frontière avec la Russie et la Biélorussie. C'est-à-dire avec la Russie, la frontière c'est à Kaliningrad naturellement, en réponse aux mises en garde de l'OTAN contre de nouvelles menaces secrètes et hybrides de la part de Moscou et de Minsk. Interrogé sur la nécessité pour la Pologne de construire des bunkers, des fossés et des tranchées le long de ses frontières, à l'instar de l'Estonie, autre membre de l'OTAN, Kozniak Kamyt, donc le ministre de la Défense, a répondu positivement en affirmant que l'ensemble du projet était déjà en cours de préparation. Donc le mur jusqu'ici grillagé qui visait à éviter l'utilisation de l'immigration comme une arme hybride par la Biélorussie contre la Pologne devrait se doubler de mines, de bunkers, de tranchées pour se préparer éventuellement à une attaque directe de la Russie. En Asie, le Bangladesh et la Chine prévoient de tenir leurs premiers exercices militaires conjoints début mai. Ce sont ces exercices appelés en anglais Golden Friendship 2024, donc, amitié dorée entre la Chine et le Bangladesh, ont été annoncés par le porte-parole du ministère chinois de la Défense, le colonel Wu Qian, qui a déclaré à Pékin le 25 avril dernier que cet exercice, qui était basé sur des opérations de maintien de la paix antiterroriste des Nations Unies, comprendrait des activités telles que le sauvetage d'otages dans des bus et la neutralisation de camps terroristes. Naturellement, ces premiers exercices militaires, même si ça semble se tenir à de l'antiterrorisme, entre la Chine et le Bangladesh, inquiète énormément du côté indien, puisque traditionnellement le Bangladesh est un pays qui est proche de l'Inde, qui faisait partie des Indes britanniques au même titre que le territoire indien, et que le Pakistan d'ailleurs. Et je rappelle que l'Inde a aidé le Bangladesh à devenir indépendant du Pakistan, puisqu'il formait un seul État lors de l'indépendance. Lors d'une guerre dont les dates m'échappent à ce moment. Mais très clairement, ça inquiète les Indiens de voir le Bangladesh glisser un peu plus du côté de l'influence chinoise, d'autant plus qu'au plan stratégique, je rappelle qu'une des grandes craintes indiennes, c'est le corridor de Siliguri, le fameux coup de poulet qui permet de relier le territoire du nord-est de l'Inde au reste du territoire, cette espèce de territoire du nord-est qui est enclavé au sud de l'Arunachal Pradesh, donc la frontière, l'extrémité orientale de l'Himalaya, qui est revendiquée par Pékin. Et juste au sud, donc, vous avez ces territoires du nord-est. Et en fait, tout ce bloc de territoire est séparé de l'Inde par ce corridor de Siliguri, de part et d'autre duquel se trouvent la Chine et le Bangladesh. Et la grande crainte, naturellement, des Indiens, c'est que le corridor de Siliguri puisse être un jour coupé par les Chinois, parce que, militairement, assez rapidement, les Chinois pourraient ainsi couper le territoire indien de la totalité de ses provinces du Nord-Est, et c'est ce que feraient les Chinois s'ils voulaient s'emparer de l'Arunachal Pradesh. Donc, naturellement, ça inquiète énormément les Indiens, parce qu'à ce moment-là, s'il y a un rapprochement militaire entre le Bangladesh et la Chine, ça veut dire que le Bangladesh n'aiderait pas l'Inde à passer notamment par son territoire pour éventuellement faire le lien, et donc le coup de poulet devient encore plus stratégique. Et je rappelle que
les premières frictions importantes entre la Chine et l'Inde de frontières à partir de 2017 ont commencé précisément au Doklam, qui était un endroit où la construction d'infrastructures chinoises permettait de menacer ce corridor de Siliguri. Donc véritablement, le rapprochement du Bangladesh de la Chine militairement est quelque chose de très inquiétant pour l'Inde. Voilà les actualités principales que j'ai vues cette semaine. Naturellement, il y a toujours des actualités de fond qui se poursuivent. En Géorgie, il y a toujours les manifestations qui se poursuivent, mais il n'y a rien de nouveau, ça continue. Et entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on est toujours, d'après les informations qu'on lit, à 2 doigts d'un accord, comme depuis un mois. Donc tout ceci n'a pas avancé. Donc je ne vois pas de raison d'en parler plus, mais voilà, c'est toujours ces tensions de fond sous-jacentes, on va dire, que je ne précise pas à chaque fois, mais qui se maintiennent. Mais peut-être que je vais maintenir cette petite rubrique pour rappeler ça en 1 minute à la fin de mes bulletins. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À bientôt pour de prochains formats. D'ici là, vous laissez pas faire.